Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre que l'update du mois de novembre. Au moment où je vous tourne cette vidéo, il est très probable que du coup le challenge de la crypte ait déjà commencé ou s'apprête à commencer. J'ai lu énormément de choses en novembre, c'est assez terrifiant. Mais en même temps j'ai eu des trajets de train. En fait, j'ai eu plein de moments en novembre où je n'avais littéralement que ça à faire, donc du coup j'ai enchaîné les lectures. Donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter, et ce dans tous les styles, pour ainsi dire. Pas mal de films également, même beaucoup de films. On va commencer de ce pas, on perd pas plus de temps, puisque l'update de novembre, vous l'avez compris, il est costaud. Tout d'abord, en novembre, j'ai lu Mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix, donc ça c'est une lecture du train également. Un SP de Hugo Thriller, que je suis assez contente d'avoir lu. J'ai mis 4 étoiles sur 5 à cette lecture. On est avec Adam Jacuri, il est expert psychiatre et il veut confier ses mémoires dans un livre à Jessie qui est auteur de thriller. Dans le même temps, celui-ci va être pris dans une course contre la montre et il va soupçonner un de ses anciens patients. Bon, c'était une lecture sympa, ça se lit bien. C'était pas un coup de cœur, mais c'est un thriller qui se lit bien et vite en somme. C'était dynamique et prenant, les chapitres étaient courts, donc forcément ça accentuait le côté dynamique. En somme, une bonne lecture de train, vous l'avez compris. Un thriller haletant, pas longué, voilà, qui s'enchaîne assez vite. Une bonne lecture de train donc. J'ai lu ensuite Parle comme un homme et autres textes de Nisi Shawl. Alors ça, je suis assez contente de l'avoir lu. En fait, celui-là, je me le suis procuré du coup aux Utopiales, pour ceux qui ont vu mes stories. J'aime beaucoup les éditions Gauteur. En fait, j'avais lu Morgan Stankiewicz, Les Amitiés Fantômes du coup chez eux. J'avais lu leur recueil de nouvelles horrifiques également. Enfin, j'aime bien ce qu'ils font. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait plein de leurs livres du coup aux Utopiales, en fait j'ai fouiné là-dedans. Et j'ai pris celui-ci, Parle comme un homme et autres textes de Nisi Shawl. Donc c'est un recueil de nouvelles. J'ai mis 3 étoiles sur 5 à ce recueil. C'était très intéressant. Et c'est intéressant parce que ça comporte à la fin également un petit essai en fait où Nisi Shawl aborde son rapport à la SF et puis un entretien avec l'auteurice. Les histoires abordaient toutes des thématiques très intéressantes, importantes. J'ai bien aimé son essai et son entretien à la fin, mais ce n'est pas un coup de cœur parce qu'en fait certaines nouvelles m'ont plu quand d'autres, pour ainsi dire, m'ont carrément perturbée. Je les ai trouvées très confuses. J'ai eu l'impression de ne rien comprendre, pour ainsi dire. Donc c'était pas forcément très agréable la lecture quand t'as l'impression que tu captes rien. Et c'est un peu ce que j'ai pu ressentir à certains moments dans ce recueil. Parce que l'écriture est très particulière, il faut le savoir. C'est une écriture très très particulière. Et il y a certaines nouvelles, vraiment, j'avais pas l'impression de saisir ce que je lisais. En somme, il y avait quelques histoires dans lesquelles je me sentais plus perdue que dans d'autres, quoi. Mais ça m'a permis de découvrir cette plume que je ne connaissais pas, donc je suis très contente. Et évidemment, j'ai d'autres titres du coup de cette maison d'édition qui m'attendent dans ma petite pile à lire. Ensuite, là aussi, une lecture du train. Again, une lecture du train. J'ai lu Un conte de neige et de mort, livre 1 sur 2 de Violaine de Charnage. Et ça a été une très très bonne lecture. J'ai mis du coup à cette lecture 4 étoiles et demie sur 5, donc c'est quasiment un sans faute en fait. Dans ce roman, on va suivre Blanche-Neige. Blanche-Neige durant son enfance. On va suivre sa vie dans un château avec son père, une vraie pourriture de la pire espèce. Et c'est toute une aventure, en fait, que ce récit d'horreur où il se passe énormément de choses. C'est difficile du coup pour moi de vous en faire un résumé plus précis, parce que du coup il se passe vraiment beaucoup de choses. Donc il faudra se contenter de cela en résumé. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Et évidemment, nous sommes dans du Violaine de Charnage. Donc, le récit est jonché de trigger warning, énorme trigger warning viol, inceste. Mais voilà, comme je vous le dis, c'est du Violaine de Charnage. Aucune surprise. Comment dire, l'œuvre de Violaine de Charnage, souvent, c'est pas pour les âmes sensibles, vous voyez. Et encore, c'est loin d'être le plus trash de ceux que j'ai pu lire de Violaine de Charnage. J'étais ultra énervée par le personnage du roi, le personnage du père. À chaque moment où il apparaissait, je lui souhaitais absolument tout, le pire du monde. Je le haïssais. C'est en ça que c'est un méchant très bien construit. Je le détestais. Voilà, je voulais qu'il disparaisse de la surface de cet univers. Enfin, je voulais qu'il disparaisse. Voilà. Et ce, de la pire manière, si possible. Le récit est découpé en 2 parties.
J'ai beaucoup aimé la construction de celui-ci, la narration, l'ambiance et la construction des personnages. Donc comme je vous disais, avec les personnages de Blanche-Neige et de Bella que j'ai trouvé super intéressants dans leur évolution et leur revanche, bien que justement le personnage de Blanche-Neige soit loin d'être parfait et lisse. L'histoire était hyper entraînante, tu tournes les pages inlassablement parce que tu veux savoir ce qui va se passer ensuite. Bref, j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire du coup puisque c'est le premier livre sur 2, comme je vous l'ai dit. Donc du coup j'ai hâte de savoir ce qu'il va se passer ensuite. Ensuite j'ai lu Visqueuse de Morgane Cossarieux. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, pour les deux ici, ce sont du coup des DSP. Mes DSP que j'allais lire de toute manière en fait, même si je les avais pas eu en SP. Enfin. Donc Visqueuse de Morgane Cossarieux, là aussi, très belle réussite. Hein. J'ai mis 4 étoiles et demie sur 5 again. Voilà, donc très belle réussite. On est dans les années 30. Et dans les années 30, on va suivre Arsène. Et Arsène, alors qu'il pêche, il va croiser le chemin d'une vouivre. Une vouivre, c'est une sorte d'étrange sirène des marécages, si vous voulez. Et donc, dans ce livre, on va suivre le parcours de cette créature, de cette vouivre, dans le monde impitoyable des hommes. C'était une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé certaines thématiques importantes qui y étaient abordées. J'ai trouvé le récit important. Je me suis beaucoup attachée à certains personnages quand j'en ai détesté d'autres. Mais comme je vous le disais dans l'avis précédent, c'est là où on voit qu'ils sont bien construits. Ce récit d'horreur, c'est toute une ambiance, une atmosphère dans laquelle tu te plonges et c'était assez incroyable. C'est weird, c'est bizarre, c'est du body horror, c'est queer, c'est sombre. Et j'apprécie beaucoup le fait d'écrire sur des créatures fantastiques. C'est vraiment chouette, d'autant plus qu'ici il y a vraiment une patte hyper intéressante apportée à la thématique avec des dessins en fait de Morgane Cossarieux à l'intérieur. C'est un récit sur lequel il y a beaucoup à dire. C'est dense quand même et il est immersif et super dynamique. C'était vraiment bien. Et le prochain livre sur ma liste du coup de Morgane Cossarieux que j'ai à lire, c'est Vertèbre. J'ai lu ensuite un petit manga, j'ai lu Smile de Hattori Mitei. J'ai passé un très bon moment dans ce manga, j'ai mis 5 étoiles sur 5 à cette lecture. Ici, nous sommes dans un manga où on suit Yoshi. Yoshi, il est journaliste. Il est journaliste et il a du mal à trouver un sujet et qui plus est, sa femme a disparu, donc forcément, ça va pas fort. Et lorsqu'il va l'apercevoir sur l'étrange brochure d'une secte qui se nomme l'Église du Sourire, il va partir à sa recherche. Il va décider d'infiltrer cette secte pour la retrouver. Et j'ai beaucoup aimé ce manga. C'était haletant, hyper malaisant. Hyper malaisant. Hyper malsain. C'est hyper malsain avec des pages franchement flippantes. Moi, des pages qui m'ont vraiment mis très mal à l'aise. À aucun moment t'as envie d'être à la place du protagoniste principal et les dessins sont vraiment cool. En gros, je pense que j'ai bien envie de lire la suite parce que ça m'a pas mal intriguée. Je vais essayer de vous montrer un dessin bien cringe là. Ouais, voilà par exemple. Voilà, il y a des dessins bien cringe, hein, bien cringe et qui te mettent bien mal à l'aise. Voilà, comme celui-ci par exemple. Enfin bon, vous avez compris, hein, c'est très malaisant. C'est très malaisant parce que du coup, évidemment, cette secte prend le sourire, mais du coup, tu vois bien que bon, le sourire, bon, hein, il sourit, hein, mais ils sont un peu malsains. Ils sont un peu frappés de la caboche, quoi. Et c'est ça qu'on suit. Mais en gros, j'ai très envie de lire la suite de ce manga parce que franchement, je trouve que ce tome 1, c'était une belle réussite, quoi. C'était assez bien foutu. Donc, hâte. J'ai lu ensuite, là aussi, une lecture que j'attendais, qui sortait pour Halloween, si mon souvenir est bon. Mais une lecture que j'attendais. Les archives de l'Inhumain, volume 1. J'ai mis 4 étoiles et demie sur 5 là aussi. Enfin, pour ce début d'update, vous allez voir, il y a pas mal de réussites. Les archives de l'Inhumain, du coup. On est dans un lore où tu as des archives gouvernementales qui consignent des cas étranges. Ça vous fait penser à quelque chose? Bah oui, parce que ça ressemble beaucoup au SCP en fait, et ça s'en inspire énormément. Ça s'inspire des SCP. Et on retrouve des nouvelles dans ce recueil par différentes plumes, se situant du coup autour de cet univers construit. Parmi les histoires, on retrouve notamment une étrange fillette, un endroit terrifiant, une vieille dame, un horrible trajet en Uber, une ville fantôme ou encore un buste. Bon, des histoires toutes plus différentes les unes que les autres, vous l'avez compris, et j'ai passé un très bon moment dans cette lecture. Évidemment, il y a des nouvelles que j'ai adorées, et il y en a d'autres moins, mais aucune ne m'a ennuyée ou ne m'a déplu, et ça c'est très rare. Parce que souvent dans les recueils, il y a toujours au moins une nouvelle où vraiment je me fais yesh, ou alors je trouve que c'est mauvais. Là, pas du tout. Elles étaient toutes bien et flippantes à leur façon, bien sûr à mon sens, hein, ça ne reste que mon avis comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé le concept, directement inspiré évidemment de la creepypasta des SCP, et vu que vous le savez sur cette chaîne, j'adore cet univers horrifique,
qui vient d'internet. Les histoires étaient très cool, originales et bien écrites. C'était un recueil de nouvelles assez cool, en somme. J'ai lu ensuite Les Simpsons Horror Show tome 2. J'ai le tome 1 dans ma petite bibliothèque et donc je voulais lire évidemment le tome 2. Ici, 3 étoiles sur 5. On est dans le deuxième tome du coup d'une anthologie d'histoire des Simpsons Horror Show. Et mon sentiment est plutôt similaire à ma lecture du premier tome. C'est-à-dire que c'est une lecture sympa, divertissante, mais c'est pas un truc de fou pour autant. C'était pas mal pour couper entre deux lectures, quoi, si vous voulez. Les dessins sont différents selon les histoires, ce qui est assez cool, et on y trouve évidemment de nombreuses références horrifiques connues, telles que Death Note, Buffy ou encore Evil Dead. C'était sympa, sans plus. Voilà, je vous montre vite fait évidemment les petits dessins, rapidement. Voilà, il y a tout un tas de dessins différents, vous pouvez le voir, je pense. Une patte différente selon les histoires. C'était assez sympa, mais pas un truc de malade, quoi. Pas un truc de malade. Mais comme le tome 1. J'ai lu ensuite Pleurer au supermarché de Michel Zauner. C'est un livre que je voulais lire depuis un petit moment, parce que j'entendais beaucoup parler sur la sphère anglophone. Et là, du coup, on est dans un livre assez différent de ce que je vous ai présenté jusqu'alors. On est dans un livre de non-fiction, où Michel Zauner va nous parler du deuil de sa mère et comment elle l'a vécu. C'est un livre dont j'ai apprécié la lecture, bien que le sujet soit assez triste. Évidemment, vous vous en doutez. Il a la particularité de contenir des descriptions de nourriture assez omniprésentes, ce livre, et surtout des plats coréens, mais celles-ci ne sont pas là pour rien, parce qu'en fait elles sont symboliques et elles sont importantes dans la relation qu'entretenait l'autrice avec sa mère coréenne, justement. C'est bien écrit, assez touchant, et émouvant également, et puis quand tu lis c'est tout particulier parce que bien sûr c'est très personnel et c'est comme si en fait l'autrice écrivait pour elle-même plus que pour le lectorat qui va la lire. C'est très, tu ressens vraiment un aspect très personnel au texte, quoi, et quand bien même on peut ressentir ce qu'elle ressent quand elle écrit, c'est-à-dire que tu ressens tout de même à travers ses mots ce qu'elle peut ressentir, et je pense que beaucoup peuvent se reconnaître évidemment dans ces mots. Il y a des passages qui sont très forts. C'était un très bon récit, même si effectivement je le conseille pas à tout le monde parce que c'est un sujet qui est quand même pas facile. J'ai lu ensuite Uncanny The Origins of Fear de Junji Ito. J'ai mis 4 étoiles sur 5 à cette lecture. Ici, ça va sortir en français, sachez-le. Ça va sortir en français, pas d'inquiétude, comme tous les titres de Junji Ito qui maintenant sont traduits. Donc celui-ci ne fera pas exception. On est dans ce livre, dans des mémoires, une sorte d'autobiographie de Junji Ito par Ito lui-même, où il nous parle de ses inspirations, de ce qui l'a amené vers l'horreur depuis l'enfance. On peut voir alors sa passion pour le manga et son admiration pour des artistes tels que Kazuo Umezu, Hideshi Inno ou encore son amour pour les kaiju. Il nous parle aussi de son parcours scolaire et professionnel, de la création de Tomie, de sa façon de créer ses histoires ou encore ses personnages. Et j'ai trouvé cette lecture très instructive pour en savoir plus sur le mangaka. C'est à mon sens une lecture à effectuer quand on a déjà lu énormément d'œuvres de Ito parce qu'il fait beaucoup de références à ses œuvres à l'intérieur, et si vous n'en avez jamais lu, il va vous manquer des clés de compréhension, c'est sûr et certain. Par contre, ça m'a amusé de voir à quel point ma perception du personnage de Tomie n'est pas du tout la même que celle de son créateur, qui est beaucoup moins reluisante. Et le tout du coup dans le bouquin est parsemé d'illustrations de Junji Ito. C'était une lecture assez intéressante. Il y a un moment qui m'a pas mal amusé, je sais pas si je vais vous le retrouver, mais en fait oui voilà. Il y a un moment où en fait Ito dit qu'il adorait aller faire du roller avec ses potes et tout, et donc du coup il illustre ça avec un dessin, et c'est très drôle parce que comme d'habitude voilà, c'est à la patte Junji Ito, donc t'as un petit spec derrière et tout. Enfin voilà, c'est comme vous le voyez du coup pas un manga ici, on est vraiment dans de l'autobiographie, dans des mémoires de Ito. Donc si vous vous attendez à un manga, là ce n'est pas le cas, et je vous conseille, comme je vous l'ai dit donc, de le lire si vous connaissez déjà l'œuvre de Ito, parce que sinon vous allez être complètement perdu. Ensuite j'ai lu le 3e tome du Mythe de l'Ossuaire, cette saga de comics que j'aime énormément. J'ai tous les tomes quelque part par là. Voilà, j'ai les autres tomes quelque part par là dans ma bibliothèque. Et le 3e tome était extraordinaire. Voilà, c'est une saga de comics extraordinaire. Lisez ça. Si ce n'est pas encore le cas, c'était génial. Les dessins sont absolument sublimes. On est dans ce tome, donc 5 étoiles sur 5, vous l'avez compris. On est dans ce tome avec les résidents d'un immeuble qui se retrouvent tous comme téléportés dans une réalité étrange.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le 3e tome d'une saga où chaque histoire est indépendante, mais reliée par le même univers. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. À chaque fois que je vous présente des œuvres que j'ai adorées, souvent il y a un peu de ça, et ça j'aime trop. J'ai adoré ce tome comme les 2 précédents. C'est absolument magnifique visuellement. Le concept de l'histoire est absolument génial et terrifiant. Encore une fois, il y a un côté très Lovecraftien dans la vibe. On en sait un peu plus dans ce tome 3 sur le mythe et c'est fascinant. C'était un coup de cœur again. J'aime vraiment beaucoup cette saga. Je vais vous montrer les dessins maintenant que j'ai terminé mon laïus. Et les dessins, je les trouve absolument magnifiques, quoi. Je les trouve sublimes. Je vous montre vite fait. Ici, les petits dessins qui jonchent du coup. Mais je le trouve sublime, quoi. C'est trop beau. Genre vraiment, c'est trop beau. J'essaie de pas trop vous spoil, mais de vous montrer un petit peu l'univers. C'était trop beau. J'adore ça. Lisez ces comics si ce n'est pas encore le cas, car c'est génial. J'ai lu ensuite Le Carnaval au corbeau de Antel Moshkorn. Et ça, c'est une lecture que je voulais faire depuis longtemps, parce que visuellement, je vous en avais parlé, c'est absolument sublime. Nous sommes sur un livre qui est illustré de toutes parts. Donc c'était magnifique. Et comme Halloween était passé, je me suis dit, ouh là 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 là, non, il faut absolument que je le lise, tant que je suis encore dans une vibe un peu halloweenesque. Donc je me suis lancée. Et j'ai mis à cette lecture 2,5 sur 5. J'ai été un petit peu déçue. On est avec Ludwig. Ludwig, il tente de contacter son père défunt désespérément, et il y a un étrange carnaval qui va faire irruption dans sa ville. Et c'est pas une mauvaise lecture, mais pour moi, c'est une lecture mitigée. À savoir, car c'est important, je ne l'ai pas terminée. Je me suis arrêtée à la page 232 sur 320. Mais comment vous dire que une fois que j'étais arrivée à la page 230 sur 320, je me suis dit, si ça me plaît toujours pas, j'abandonne, quoi. Enfin, ça sert à rien. Et c'est dommage parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais grave envie de le lire par l'aspect visuel qui est très intéressant, absolument magnifique. Il est jonché d'illustrations et la thématique ambiance fête foraine carnaval, ça me plaît toujours, moi, dans les récits fantastiques ou horrifiques. Mais j'ai trouvé le récit vraiment cool et entraînant au début. Et puis, plus le récit a avancé, et plus j'ai trouvé ça franchement ennuyeux, long, confus. Je me perdais dans l'univers. Et pour vous dire la vérité, j'ai lu le roman en diagonale arrivé au quart, quoi. Et c'est grave dommage parce qu'il y a de bonnes idées, il y a de bonnes choses. Il y avait vraiment le potentiel d'un roman absolument extraordinaire parce que c'est inventif, il y a de la recherche, quoi, comme je vous ai dit. J'y ai trouvé des choses intéressantes, mais ça l'a pas vraiment fait à 100% pour moi et je suis un petit peu déçue. Ensuite, j'ai lu le dernier ML Rio, Graveyard Shift. On est dans une novella de 100 pages avec 5 personnes qui, alors qu'ils se promènent dans un cimetière, ils constatent un trou étrange. Et nous, en tant que lecteurs, on essaie de savoir pourquoi ce trou a été creusé. Et c'est un bof. Voilà, c'est un bof cette lecture. C'est pas une mauvaise lecture, mais c'est pas une bonne non plus. J'ai mis 2 étoiles et demie sur 5. L'idée était bonne, l'atmosphère était cool. Mais ça manque de développement et la fin est très abrupte, hein. Elle arrive comme ça, quoi. C'est très abrupt. J'ai bien aimé le début et après ça tombe un peu à plat. Malheureusement, je n'ai pas plus à dire sur cette lecture, quoi. J'ai lu ensuite Peach Pit's 16 Stories of Unsavory Women. 3,5 sur 5 pour cette lecture. On est dans un recueil de nouvelles écrites par des femmes avec des personnages féminins moralement gris, donc dans la thématique des Unhinged Women. Comme pour la plupart des recueils de nouvelles, j'ai adoré certaines histoires et d'autres moins. J'ai vraiment apprécié la diversité présente dans le recueil, que ce soit en termes de représentation de femmes ou de thématiques. On y traite de beaucoup de sujets avec des histoires plus ou moins ancrées dans la réalité. La première nouvelle reste ma favorite. Je suis assez contente d'avoir lu ce recueil quand même. Je suis assez contente, même si c'était pas parfait, quoi. Ensuite, j'ai lu Imago de Octavia Butler. Et là, je suis un peu tristoune parce que c'est une saga d'Octavia Butler que j'adore, la saga Xenogenesis. Et ce 3e tome, je suis plus mitigée, quoi. J'ai mis 3 étoiles sur 5 à Imago. On est dans le 3e et dernier tome donc de la saga Xenogenesis. On suit Joda, issu de l'union entre humains et extraterrestres. Dans chaque tome de cette saga, en fait, on suit un personnage différent qui te permet d'en savoir plus sur cet univers. Et je dois dire que ce tome, c'est celui que j'aime le moins de la saga. Du coup, c'est un peu dommage. Mais pour une raison simple, hein. C'est que je l'ai trouvé confus. Et plus confus que les 2 précédents par moment. Je n'étais pas du tout sûre de saisir l'univers. C'était à mon sens le tome, si vous voulez, le plus difficile à lire. Et j'ai par moments trouvé ça assez long, alors que j'ai pas ressenti du tout de longueur sur les 2 autres tomes. Les thématiques sont toujours intéressantes cependant, et j'ai hâte de lire un autre livre d'Octavia Butler. Je pense qu'après Lien 200 et la saga Xenogenesis,
je vais m'attaquer à la parabole du Summer, quoi. Mais je continue ma découverte petit à petit des œuvres du coup de Octavia Butler. J'ai lu ensuite encore un manga de Summer Hikaru Died de Moku Mokuren. J'ai mis 4 étoiles sur 5 à cette lecture. J'ai vraiment passé un moment, ça c'est des potes qui me l'ont conseillé et qui me tannaient pour que je le lise. Et là on est avec Hikaru. Hikaru il disparaît pendant des semaines mais lorsqu'il revient il n'est plus le même. Yoshiki son meilleur ami va alors poursuivre son quotidien auprès de celui qui n'est plus celui qu'il connaissait. On est ici clairement dans un manga avec, si vous voulez, la thématique du doppelganger. On est dans de l'horreur avec clairement une forme de romance entre les deux protagonistes principaux, mais c'est très bien fait, je trouve. C'était très cool avec de beaux dessins et l'histoire est franchement entraînante. J'ai trouvé ça hyper intéressant de suivre un personnage qui, bien qu'il se sente en danger, ne peut se résoudre à faire le deuil de la personne qu'il aimait tant au point de passer son temps avec son étrange double flippant. Il y a une vibe qui me fait penser un peu à Cimetière de King, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça cool. Je vous montre vite fait là aussi les dessins, bien sûr. Des dessins assez chouettes. Voilà. Je vous montre très vite fait. Parce que moi, c'est hyper important dans les mangas. Je suis assez chiante. Il faut vraiment que les dessins me plaisent. Et là, c'est le cas. Je trouve que les dessins sont vraiment très très jolis. Donc, assez cool comme manga en somme. J'ai passé un très bon moment. Ensuite, j'ai lu un livre que je voulais lire depuis très longtemps. J'ai lu L'œil le plus bleu de Toni Morrison parce que Toni Morrison, j'ai envie de lire sa plume depuis des lustres. Et donc, c'est chose faite. 5 étoiles sur 5 pour ce récit que j'ai absolument adoré. On va suivre le destin de 3 fillettes noires dans l'Ohio des années 40 dans ce livre. Pecola, l'une d'entre elles, rêve d'avoir les yeux bleus. Et en réalité, on va suivre de multiples personnages dans cet ouvrage qui est assez court mais assez dense. J'ai absolument adoré ce livre. C'était très dur par moments, car il comporte des choses très difficiles. J'ai trouvé ça super bien écrit. Il y a vraiment des moments dans le texte qui sont assez magistraux à lire. Qui plus est, avec des personnages très bien construits. Et ce, même pour ceux qu'on va trouver les pires, on y traite de tant de choses. Du racisme, du sexisme, de la haine de soi, de violences familiales, de trauma. C'était à la fois émouvant, bouleversant, horrifiant. La structure du récit est hyper intéressante également puisqu'on passe de personnage en personnage en suivant leur discours, leur construction, leur voix. Il y a, vous l'avez compris, beaucoup de choses à dire en mon sens sur ce roman que j'ai trouvé très dense et ce malgré sa courte longueur. Je suis très contente d'avoir découvert enfin la plume de Toni Morrison et le prochain je pense que ça sera Beloved ou celui-là, je sais pas encore. Mais je vais continuer à découvrir du coup sa plume quoi. J'ai lu ensuite le second tome de The Summer Hikaru Died parce que j'ai enchaîné du coup évidemment. Là 5 étoiles sur 5, j'ai beaucoup aimé également. On continue à suivre l'histoire de ce jeune homme qui vit avec le doppelganger de son ami qui a disparu et a été remplacé par autre chose. J'ai aimé ce deuxième tome, c'est hyper weird, c'est assez triste. Tu découvres peu à peu de nouveaux éléments qui te permettent de comprendre ce qui se passe un peu plus. Les dessins sont très cool. Il y a presque une vibe un peu horreur cosmique concernant certains éléments, je trouve, pour le moment. Et évidemment, j'ai les autres tomes, donc je lirai rapidement la suite, mais ça sera pour l'update de décembre du coup pour la suite. Là aussi, de très beaux dessins donc pour ce manga. Ensuite, j'ai lu La Pilule, suivie de Big Girl de Meg Ellison. Là, c'est une lecture en fait qui m'a été conseillée par Margarito aux Utopiales. Et donc, je me suis lancée parce qu'elle m'a dit tu vas kiffer, c'est sûr, c'est totalement dans ce que t'aimes et tout. Et elle a raison. Elle a raison, évidemment. Ici, 4 étoiles sur 5 pour cette lecture qui était vraiment chouette quoi. On est dans un recueil de nouvelles de SF horreur. Avec une pilule amincissante, une citrouille, une géante, autant n'emporte le vent, des dents, un entretien avec du coup Meg Ellison. Voilà tout ce que peut trouver dans ce recueil. J'ai passé un excellent moment du coup. J'ai beaucoup aimé les sujets abordés. On est principalement dans une sorte de body horror ici. Et la première nouvelle est absolument extraordinaire. C'est vraiment de loin ma préférée de tout le recueil. C'était magistral. Je l'ai trouvée hyper bien écrite, bien réalisée. Une très belle découverte du coup que cette plume. Et j'ai un autre livre du coup dans ma palle de Meg Ellison. C'est le livre de la sage-femme sans nom que je vais pas tarder à lire du coup parce que j'ai bien aimé ce recueil. Ensuite, j'ai lu Animal de Lisa Taddeo. Animal, c'est un livre que j'ai envie de lire là aussi depuis très longtemps. J'ai mis 3 étoiles sur 5 à cette lecture. C'était moins une réussite que ce à quoi je m'attendais et du coup je suis un peu déçue. On est dans ce livre, donc avec Joanne, la mort violente par suicide de son compagnon va inciter donc Joanne à quitter subitement New York pour aller à LA et partir à la recherche d'une femme nommée Alice. Et c'est ici un livre avec un personnage féminin complexe, gris, totalement imparfait, un non-inch woman book que j'ai trouvé tout de même intéressant. Il y a des passages vraiment cool et on y traite de sujets assez importants.
et donc évidemment un récit sombre et perturbant. Malheureusement, j'ai pas été à 100% convaincue parce que j'avais trop d'attentes, vraiment trop d'attentes. En fait, je m'attendais à un livre, à un female rage book avec un rythme haletant, très dynamique, où il se passe plein de trucs, où je vois pas le temps passer, alors qu'en fait ici, j'ai trouvé le temps assez long, car c'est très long. Le rythme est très lent dans ce livre, très très lent. J'ai dû attendre environ les 75% du livre pour enfin me dire « Ah, mais c'est génial en fait, c'est super !» et apprécier l'histoire dans son entièreté. Et c'est quand même long d'en arriver à là pour apprécier l'histoire dans son entièreté. Donc il faut le savoir avant de lire ce livre. C'est pas mauvais, moi j'ai mis 3 sur 5 pour cela, mais c'est assez long. Donc voilà pour les lectures du coup du mois de novembre. J'ai à vous présenter ensuite les films que j'ai vus, et il y en a. J'ai vu tout d'abord Horror in the High Desert 3, Firewatch sur Shadows, le 3e opus du coup d'une saga de found footage où il se passe des choses étranges dans un désert près d'une cabane chelou. Bon, je vous en dis pas plus pour le résumer parce que c'est compliqué à résumer. Et dans ce 3e opus, vous l'avez compris, on suit un autre protagoniste qui va essayer de savoir ce qui se passe là-bas. Et j'ai beaucoup aimé le 3. C'est un peu les montagnes russes cette saga parce que le 1 et le 2, j'ai bien aimé certains éléments, mais j'étais pas forcément... Il me manquait quelque chose. Le 3, j'ai beaucoup aimé. C'est assez étrange. J'aime beaucoup les found footage, je l'ai dit, et dans le 3, il y a vraiment une ambiance très inquiétante. Il y a un moment où il est dans des grottes, le personnage, et c'est vraiment flippant. Je vous conseille quand même parce que c'est intéressant, quoi, même si c'est pas parfait comme saga. J'ai regardé ensuite The Love Witch sur Frickson. On est avec le personnage d'une sorcière qui fait tomber amoureux. Elle rêve de trouver l'amour et en fait, elle prépare des petites potions. Elle fait tomber amoureux les hommes qu'elle souhaite et ça les pousse à la folie. Et c'était assez cool comme film. Je vous l'ai présenté là dans les films d'horreur que j'aime bien, dans la vidéo des films d'horreur que j'apprécie là, la dernière qui est sortie. J'aime bien l'ambiance de ce film. Je l'ai trouvé très long, cela dit. Je trouve effectivement qu'il est peut-être un poil trop long, mais j'ai trouvé l'ambiance assez extraordinaire. Il y a une ambiance rétro assez sympa dans ce film. C'est une comédie horrifique assez cool, quoi. Donc je vous conseille. Ensuite, nous avons vu aux Utopiales High Rise. J'ai pas du tout aimé ce film. C'était une catastrophe. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une purge telle lors d'une séance. Voilà, c'était absolument chiant à mourir. Le message était flou de ce film. Le message était flou, j'ai pas tout compris. Ça m'a saoulé. Bref, ce film vraiment j'ai pas aimé. Voilà, désolé à tous ceux qui ont adoré. C'est mon avis personnel. Vraiment, j'ai passé un moment mais nul devant ce film. C'était long as fuck. C'était chiant. On est dans une tour où il y a une forme de hiérarchie, si vous voulez, et ça s'inspire d'un récit de J.G. Ballard. Et en gros, moi j'ai pas accroché, j'en dirais pas plus, vraiment juste j'ai pas aimé quoi, j'ai pas aimé. J'ai vu ensuite aux Utopiales également Godzilla Minus One et là vraiment je me suis régalée par contre, c'était trop bien. J'avais jamais vu un seul Godzilla de mon existence. Voilà, je tiens à vous le dire. Sachez-le avant d'écouter cet avis, je n'ai jamais vu un seul Godzilla de mon existence, c'était le tout premier. Et les effets spéciaux, ah mais c'était trop bien, j'ai trop aimé. C'était extraordinaire, j'ai trouvé ça juste divertissant, fun en fait. Fun. Et en plus sur grand écran aux Utopiales, c'était assez amusant à voir quoi. Ensuite j'ai vu My Mother's Eyes sur Shadows. My Mother's Eyes c'est très particulier comme film. On suit une mère et sa fille qui ont un accident de voiture. La mère en fait elle perd progressivement la vue et c'est pour ça qu'elle a cet accident de voiture. Et la fille, elle va finir dans un lit d'hôpital à la suite de cet accident complètement immobilisée. Et la mère va avoir des lunettes qui lui permettent de voir et sa fille va voir à travers ses yeux et c'est assez malsain, c'est assez chelou. C'était pas extraordinaire mais c'était pas un mauvais film pour autant, j'ai trouvé ça assez intéressant dans le concept quoi et c'est très weird par contre. J'ai vu ensuite Hell House 2 The Abandoned Hotel sur Frickson. Je n'ai même pas pu finir ce film. Je n'ai pas pu le finir, j'ai trouvé ça horriblement nul. Là aussi ça n'en tient qu'à mon avis, quand je vous dis que c'est nul c'est vraiment que mon avis. J'ai trouvé ça horriblement nul, les acteurs jouaient extrêmement mal. C'était chiant, voilà, c'était chiant et j'ai pas pu regarder jusqu'à la fin, j'ai coupé, j'ai dit c'est bon, j'en peux plus, j'ai coupé quoi. Voilà, bon, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment la saga Hell House. Moi le premier j'ai trouvé ça très long, il y a qu'à la fin où vraiment je me suis dit oh stylé. Et le 2 j'ai même pas pu réussir à le regarder jusqu'au bout, donc écoutez, je sais même pas si je vais regarder le 3 ou si ça vaut le coup que je regarde le 3, mais je crois que j'accroche pas trop à cette saga quoi. Je me suis rematé ensuite un classique, j'ai regardé The Descent sur la plateforme Max. Ah c'est extraordinaire, moi je me suis régalée quoi, je me suis régalée avec ces femmes qui décident de faire de la spéléologie dans une grotte, elles vont explorer elles vont explorer en fait des canaux de grotte qui n'avaient pas été explorés jusqu'alors et là elles vont se retrouver coincées avec des créatures cheloues, être en danger, c'est génial.
un de mes films préférés de tous les temps, quoi. J'ai ensuite été voir The Substance au cinéma et ça a été un régal. J'ai adoré The Substance, ça a été un régal. C'est un de mes films préférés de tous les temps, ça y est, je l'ai pris, il fait partie de ma personnalité, ça y est, genre il est à moi. On suit une femme qui est une star de la télé et en fait cette star de la télé commence à prendre en âge, elle se fait dégager de façon absolument dégueulasse et elle va être mise au courant de l'existence d'une substance qui va lui permettre de créer un double d'elle-même, ce double d'elle-même plus jeune qui correspond plus aux standards de beauté et elle va switcher avec ce double une semaine sur 2 et bien évidemment tout ne va pas se passer comme prévu. Et body horror, trucs chelous, etc. C'était extraordinaire, juste génial. Ça traite de thématiques évidemment très intéressantes. Le visu de ce film, les inspirations diverses à d'autres références horrifiques. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans ce film et donc du coup, je ne peux que vous le conseiller. C'était extraordinaire. J'ai regardé ensuite Fall sur Netflix. Fall, tout simplement, c'est l'histoire d'une meuf qui va se retrouver coincée sur une forme d'antenne parabolique avec une autre pote parce qu'elle décide de faire des trucs extrêmes et tout. Et on suit un peu ça. Bon, bah, c'était pas un chef-d'œuvre. Voilà, c'était pas extraordinaire. Énormément d'incohérences, énormément de trucs qui vont pas dans ce film. C'était juste fun à regarder. C'est pas extraordinaire, mais c'était juste fun à regarder. Ah, j'ai regardé un film ensuite. Alors ça, j'ai pas du tout aimé. Sauf pour l'acteur qui joue le psychopathe, que je trouve assez fort, assez talentueux. Sinon, j'ai pas du tout aimé. J'ai regardé Don't Move sur Netflix. Don't Move, c'est une femme, elle va en forêt, elle croise de la mauvaise personne qui en fait va lui injecter un produit qui peu à peu va la paralyser. Et elle va essayer de s'enfuir et d'échapper à son ravisseur malgré le fait que cette substance la paralyse peu à peu. Et franchement, j'ai pas été conquise par ce film, je l'ai trouvé vraiment mauvais. Là aussi, très peu de cohérence, très long. J'ai vraiment pas accroché à ce film, quoi. J'ai regardé ensuite un classique que je n'avais jamais vu sur Shadows, c'est The Blob, et j'ai trouvé ça hyper fun. J'ai adoré. Il y a une météorite qui tombe sur Terre, t'as une substance chelou qui en sort, donc le blob, et le blob va commencer à absorber tout un tas de personnes. C'était génial. Il y a une scène dans le film d'ailleurs j'avoue, j'ai trouvé ça un petit peu jouissif, puisque c'est un agresseur sexuel qui en fait va se faire bouffer. Il y a plein de scènes comme ça qui sont assez jouissives dans le film. Je trouve ça très cool, très fun, très drôle. C'est vraiment un film d'horreur divertissant que j'ai pris plaisir à regarder, quoi. Et ensuite, un film que je n'avais pas vu depuis très longtemps, mais je peux vous le dire, je n'avais pas oublié la scène de fin. Mais je me rappelais plus trop du global du film, vous voyez. Et bien je l'ai regardé. Et à un moment où je vous tourne cette vidéo, je l'ai regardé hier. C'est Tusk, que j'ai regardé sur Shadows. Mais ce film, il est ultra malaisant. Il m'a mis ultra mal à l'aise. Jusqu'à la fin, qu'il m'a mis ultra mal à l'aise. En fait, genre, je sais pas comment vous expliquer. Il y a plein de gens qui trouvent que ce film est un nanar et que c'est une horreur. Et bon, je comprends, il y a des caractéristiques qui font de lui ceci, mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose dans ce film qui me met profondément mal à l'aise, et moi ça marche sur moi, ça fonctionne, vous comprenez, ça fonctionne. On suit un podcasteur, ce podcasteur en fait il décide d'aller au Canada interviewer quelqu'un, c'est un vrai con ce podcasteur, c'est un vrai con, il va au Canada pour interviewer un petit gosse, bref, et en fait arrivé au Canada, cette personne n'est plus disponible. Donc, il va s'intéresser à quelqu'un d'autre, aller dans son manoir, et ça va partir en cacahuète. Là aussi, évidemment, plus que du body horror, hein, c'est très étrange. Alors, bon, il y a vraiment une transformation corporelle très étrange que tu n'oublieras jamais quand tu regardes ce film. Et je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'aime bien ce film, même si c'est vraiment bizarre et que c'est malaisant. Il y a quelque chose qui fait que j'apprécie ce film. Ne me jugez pas, d'accord? Mais il y a quelque chose qui fait que j'apprécie ce film et qui me met profondément mal à l'aise. Donc ça fonctionne. L'horreur de ce film fonctionne sur moi. Bon, testez, vous verrez bien. Moi, en tout cas, j'étais contente de l'avoir revu. Et enfin, donc j'en ai terminé pour les films. J'ai à vous montrer du coup un jeu auquel j'ai joué ce mois-ci. Je l'ai terminé. Je vous mettrai sûrement le replay sur la chaîne ou alors je le referai en live avec vous. Je sais pas encore, mais j'aimerais bien vous le montrer quand même. Parce que je l'ai trouvé extraordinaire ce jeu. C'est Liminal Core. Donc j'ai joué à Liminal Core. C'est, comme son nom l'indique, un jeu d'horreur atmosphérique dans lequel tu es un personnage qui se balade dans des espaces liminaux. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que d'habitude, dans ces jeux-là, on reste souvent dans la thématique des pools avec des piscines, etc. uniquement, alors que là, vraiment,
t'as un moment où tu te balades un petit peu dans le côté playroom des Liminal Space, et j'ai trouvé ça très très cool. Pour ceux qui aiment bien cette ambiance-ci en jeu et qui ont envie d'un truc atmosphérique sans jumpscare mais tout de même un peu effrayant, je vous conseille vraiment ce jeu, c'était super, et j'aimerais bien sûr vous le montrer prochainement du coup. J'en ai terminé pour cette update, j'espère que cela vous aura plu. J'avais énormément de choses à vous présenter, je pense que vous l'avez vu. Beaucoup de choses en novembre. On verra ce qu'il en est en décembre. Le challenge de la crypte aura commencé au moment où je vous poste cette vidéo, ou alors il va commencer. J'ai très très hâte de commencer ça avec vous. D'ailleurs, pour les lectures actuelles, je suis en train de lire Lettre à Milena de Franz Kafka. Je vais lire également Maison hantée de Shirley Jackson, qui est donc la lecture commune du challenge de la crypte. Un classique, évidemment, que j'ai hâte de découvrir, donc ça fait partie de mes lectures actuelles. Et je vais lire, bien sûr, le tome 3 de The Summer Hikaru Died. Ça, c'est pour les lectures qui arrivent, du coup. Les lectures arrivant. Je vais regarder au mois de décembre, très certainement au cinéma, Nosferatu aussi avec des potes, donc je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, c'est pour le petit preview rapide de l'update de décembre, même s'il y aura bien plus de choses à la fin du mois de décembre. J'espère que cette update vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.